Buenos dias. J'adresse mes saluts et mes remerciements chaleureux à Madame Carmen Carvalho Basadre et à l'université organisatrice pour l'honneur de m'avoir invité à participer à ce congrès pédagogique si important. Durant ces dernières décennies, des scientifiques pionniers internationaux en médecine, neurosciences, épigénétique, psychologie ont accompli des recherches profondes ayant prouvé l'importance capitale de la période prénatale, phase de construction de l'être humain, base donc de la santé physique, psychique et mentale de l'enfant à naître et de l'adulte que cet enfant deviendra. L'être en formation, imprégné de l'environnement maternel, reçoit de sa mère son sang, mais aussi ses sentiments, ses pensées, ses impressions sensorielles, sa parole, par voie hormonale et énergétique. Il reçoit aussi le vécu du père, et tout s'inscrit sur sa mémoire cellulaire. Forme son corps, inculque à son psychisme des qualités, des traits de caractère, des capacités, des talents, des vertus, des tendances, des croyances, des mentalités. Tout forme la base de sa créativité, sa sociabilité, son bonheur et son ouverture sentimentale, mentale et spirituelle. Ce nouveau savoir enrichit la pédagogie actuelle. Les couples futurs parents sont avérés le premier pédagogue très important de l'enfant avant la naissance de celui-ci, avant même sa conception, une façon de vivre consciente de ceci, positive, bienveillante, pleine d'amour, inspirée, noble, enthousiaste, éduque profondément l'enfant en développement. À l'échelle nationale, mondiale, ce savoir amènerait à une société, une humanité de paix, saine, altruiste, noble, manifestant la solidarité et créativité des citoyens. Pour ce nouveau savoir, nous devons tout d'abord honorer des précurseurs contemporains dans tous les pays. Le psychiatre professeur canadien à l'Université de Toronto, Thomas Verny, a écrit un best-seller, The Secret Life of the Unborn Child, et d'autres livres. Frédéric Leboyer, Accouchement sans douleur, Arthur Janov, Le cri primal. Le gynécologue français Michel Audin nous a écrit La Renaissance, la santé primale, The Scientification of Love. Le professeur Alfred Tomatis, médecin, pour ses travaux sur les oreilles et la thérapie de traumatisme embryonnaire. Le psychiatre grec Athanasios Kafkalidis, pour ses recherches sur les expériences prénatales des personnes adultes. Stanislav Grof, pour sa psychologie transactionnelle, et bien d'autres. Ce nouveau savoir a donné naissance à deux organismes internationaux, regroupant le monde de la psychologie et de la médecine prénatale et périnatale. L'ISPPM, International Society for Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, and APA, pour l'Amérique plutôt.
En même temps, en 1982, l'Association nationale pour l'éducation prénatale, une association française pionnière qui avait été suivie ensuite par l'association d'Espagne, d'Italie, de Grèce, Portugal, Belgique, Russie, déjà 25 dans tout le monde, dans 4 continents, toutes regroupées dans l'OMAEP, Organisation mondiale des associations pour l'éducation prénatale, sont centrées non plus sur la psychologie, comme une recherche du passé prénatal de l'adulte, mais sur l'éducation prénatale liée à la prévention, à l'éducation, pour bien construire le présent et l'avenir de l'être. En préparant les jeunes, les couples, les hommes et les femmes en désir ou attente d'enfants, afin de donner à cet enfant les meilleures conditions physiques et psychiques pour son développement idéal, elles ont lancé au monde la notion de l'éducation prénatale. Les associations d'éducation prénatale avaient l'intention de servir de pont entre la science et les jeunes, qui devaient apprendre comment construire l'avenir de la nouvelle génération, leur famille. En même temps, enrichir le côté culturel, la civilisation, encourager la paix sociale et mondiale. Des progrès scientifiques très importants ont mis l'accent sur l'importance de l'environnement embryonnaire et donc sur la façon de vivre des parents et son influence sur l'enfant prénatal. Il s'agit de la mémoire de la cellule et de l'épigénétique, cette nouvelle branche de la génétique. L'épigénétique a été écartée de la vieille doctrine de la suprématie des gènes et a démontré la suprématie de l'environnement sur les gènes. C'est l'environnement, donc les pensées, les sentiments, le vécu des parents, surtout de la mère, qui allume les qualités des gènes, en leur donnant la possibilité d'expression ou en les laissant silencieuses. Si ce que la mère donne est positif, son vécu donne expression aux gènes positifs. Elle laisse silencieux les gènes de qualité négative. Le professeur américain Bruce Lipton nous a écrit The Biology of the Belief, Spontaneous Evolution. Il nous a parlé des parents conscients, des parents qui sont ingénieurs génétiques de leurs enfants, de leur famille. L'influence incontestable du vécu de la mère sur l'être en construction a trouvé ses appuis scientifiques. En même temps, les développements de neurosciences, la découverte des neurones miroirs, nous a parlé de la construction du cerveau. Le message de l'eau, découverte du japonais Dr Masaru Emoto sur la qualité magnétique de l'eau et l'influence qu'elle reçoit de l'environnement, tout a contribué à l'enrichissement des fondements scientifiques. Avec l'éducation prénatale, une nouvelle pédagogie a été créée. Une éducation de l'enfant qui ne s'occupe pas de la réparation des choses mal faites,
ni des faiblesses et difficultés de l'enfant déjà existantes, comme c'est souvent le cas de l'éducation après la naissance, mais de la construction harmonieuse des fondations du corps et du psychisme de l'enfant depuis le tout début de son existence. Cette construction solide de son corps et ses empreintes profondes de la joie de vivre, de l'optimisme et des valeurs de vie des parents vont faciliter tous les stades ultérieurs de son éducation. Je ne peux pas oublier ce que la maîtresse de l'école primaire avait dit à une mère à propos de son fils, attendu consciemment depuis sa vie prénatale. Votre fils n'a pas besoin de me conseiller. Il fait tout naturellement, tout seul, ce que j'ai de la peine à faire comprendre aux autres. Ce savoir, on s'est demandé, n'était-il pas connu avant? Quelle était la cause cachée de la civilisation de notre antiquité classique et aussi du passé brillant de plusieurs pays? Quel étonnement nous avons eu quand nous avons découvert qu'en Grèce antique, l'éducation prénatale était enseignée par les philosophes. Notamment, elle était appliquée par la cité comme base de l'éducation des jeunes. Les prêtresses des temples des déesses éduquaient, inspiraient les jeunes, garçons et filles, et surtout les futures mères, et les guidaient à comprendre leur mission à la formation, éducation de leurs futurs enfants. Dans ce domaine, la Grèce antique nous a donné un exemple exceptionnel. Pour les Grecs, l'acte de reproduction était conçu comme un devoir des jeunes de mettre au monde des enfants beaux et vertueux. Et ceci était considéré comme un devoir des jeunes envers la cité. Ce devoir n'était pas une prétention irrationnelle que la cité avait envers eux, mais ce serait en quelque sorte un effort de reconnaissance des jeunes vis-à-vis de la cité qui les avait préparés pour ce rôle parental depuis leur plus jeune âge, lors des fêtes initiatiques longues et importantes. Nous allons bientôt constater qu'à cette époque, ils avaient le savoir scientifique actuel, comme la mémoire de la cellule, l'importance de l'environnement embryonnaire, donc l'épigénétique. Et on peut y reconnaître une vraie pédagogie prénatale de qualité. Mais écoutons leurs paroles. Donner naissance à des enfants beaux de corps et d'esprit était leur première préoccupation. D'après Platon, l'amour, Eros, qui unit deux êtres vertueux qui veulent créer un enfant beau et parfait, est le premier acte de la procréation humaine. La seule vraie naissance est la naissance de ce qui est beau. D'après Platon, toujours, hommes et femmes devaient être décidés d'offrir à la cité les plus beaux, robustes et dynamiques enfants. Et Pythagore, qui disait « Il ne suffit pas que les familles aient beaucoup de descendants. Le plus important, c'est que naissent de beaux êtres humains. Grâce à cela,
les villes auront la paix et les maisons seront gouvernées avec sagesse. Afin que le couple ne détruise pas l'harmonie et la beauté du cosmos, ni de la cité, ils doivent procéder à la création des enfants en respectant les lois de la sagesse et de la sainteté. Jamblique, pythagoricien. Dans tous les arts, Pythagore toujours, le début est extrêmement important pour l'ensemble de l'œuvre. Dans la construction des bâtiments, l'importance est dans les fondations. Dans la construction navale, l'importance est dans la coque. Ainsi, dans la création des enfants, c'est l'harmonie dans la vie du couple qui est très importante. Car la cause de la violence chez plusieurs êtres est le fait que la procréation a lieu de manière bestiale et illogique. Il serait néfaste, nous dit Plutarque, que la conception ait lieu sous l'emprise de l'ivresse. La tranquillité de l'âme au moment de la conception est une condition fondamentale pour la création d'un être saint. L'union du couple doit se faire après une fête, un symposium, dans la joie, et non pas après un enterrement, un événement triste. Hésiode. La première préoccupation de ceux qui veulent créer des enfants, c'est d'avoir vécu avec santé et sagesse. Pythagore toujours. Car d'une vie désharmonieuse, agitée et malhonnête, les spermes deviennent méchants. Ils ont des qualités de méchanceté donc. Ce n'est pas juste que ceux qui aiment les chiens, les chevaux et les oiseaux fassent tout pour que leur progéniture soit saine, mais que pour leurs propres descendants, les humains ne prennent aucune précaution. Cette négligence est la cause principale des générations vilaines, sans aucune noblesse et grâce. Pythagore. Tout au long de la vie, mais surtout pendant le temps de la procréation, le couple, la femme enceinte, doivent porter attention à ne rien faire de morbide, ni de brutal, d'immoral ou d'injuste, car inévitablement tout ceci pénétrerait tant au niveau du corps que de l'âme de l'enfant conçu, et naîtraient alors des enfants complètement misérables. La personnalité se forme déjà à ce stade, d'après Platon. Tout s'enregistre dans le corps et l'âme de leurs enfants. Pour avoir des enfants courageux, sans peur ni timidité, avec bonté et vertu, il fallait que la femme enceinte soit calme, joyeuse et de bonne humeur. Platon. L'intellect de la femme enceinte doit être calme, car ses enfants absorbent la vie à travers elle, comme les plantes le font par la terre. Aristote. Et Timon Phliasios nous dit: tu es venu au monde avec un grand savoir sur toute la nature, car la mère qui t'a porté dans sa matrice t'a communiqué tout par la pensée. L'imagination de la femme est importante. Empédocle nous dit: l'enfant ressemble à l'image que la femme porte dans son imagination lors de la conception et de la grossesse. Les femmes, amoureuses des statues, des dieux
et des héros ont mis au monde des enfants qui leur ressemblaient. Empédocle et les stoïciens. L'habitude de décorer les maisons des villes avec des statues, des dieux et des héros était liée à leur préoccupation que les jeunes femmes porteuses de la vie ne regardent que la beauté et l'harmonie des corps et des visages, afin de reproduire la beauté de corps et d'esprit chez leurs propres enfants. Professeur Méraclis. On dit de Pythagore que sa mère Parthénis l'a consacrée depuis sa conception au dieu Apollon, pour qu'il possède sa sagesse, l'harmonie, la lumière et la musicalité de ces dieux qui avaient une place importante dans le panthéon des dieux grecs, parce qu'ils représentaient l'homme idéal dans toutes les vertus humaines. Mais ce qui est important dans la société de la Grèce antique était que la cité avait prévu et organisé dans ses institutions politiques l'éducation des jeunes et des couples mariés pour leur rôle parental. Des fêtes initiatiques étaient organisées à l'égard des jeunes garçons et filles séparément et à l'égard des femmes nouvelles mariées afin d'accomplir le rôle de parents et surtout le rôle maternel. L'initiation avait lieu au temple de la déesse Aphrodite, Vénus, pour la préparation des garçons et des filles, de la déesse Artémis, déesse de la pureté de la nature vierge et de la virginité des filles, pour conduire de très jeunes filles à la transition depuis l'enfance à l'âge adulte. Mais l'initiation des femmes la plus importante avait lieu juste après leur mariage, lors de la fête des Thesmophories, dédiée à la déesse Déméter. Thesmophore, pour la langue grecque, est celle, donc la femme, qui portait les principes, les lois de la vie. Les femmes nouvelles mariées, dans cette initiation générale de 3-4 jours, obligatoire pour toute femme, dans les villes grecques, recevaient l'apprentissage de l'essence formatrice de la nature féminine. Elles prenaient pleine conscience de leur mission et de leur responsabilité de mettre au monde une génération belle de corps et d'esprit. Elles étaient fières de cette mission que la cité leur avait confiée. Ces fêtes étaient mystiques, et bien que les grandes lignes nous soient connues, on ne possède pas les informations détaillées. La cité grecque était consciente de son devoir d'organiser des conditions idéales pour rendre facile l'accomplissement de ce devoir des femmes. Selon Édouard Schiré, l'initiation produisant aux femmes, aux hommes aussi, une haute conscience sur l'importance du rôle maternel et paternel et leur responsabilité, doit être considérée comme la véritable cause de la beauté, la virilité et les valeurs des générations dans l'Antiquité hellénique et la naissance d'un si grand nombre de philosophes, scientifiques, artistes,
lors de cette période. Si l'étude historique du passé est utile, c'est qu'elle peut nous donner des paradigmes, nous inspirer des solutions au présent, surtout que les exemples anciens ont déjà été vérifiés par l'écoulement du temps. Dans cette pratique antique, on trouve un savoir historique qui complète les statistiques médicales contemporaines, prouvant l'utilité indéniable de ce nouveau et très ancien savoir pour l'avenir de nos sociétés. On pourrait épuiser des solutions pour l'éducation scolaire et universitaire, pour les services de santé, les services sociaux, comme certains pays l'ont déjà fait. Ceci est d'autant plus vrai que l'éducation prénatale, une éducation aux racines de la vie, première prévention, éducation à la santé physique et psychique de tout être humain, touche presque toutes les matières de la connaissance humaine. La pédagogie prénatale est avant tout, par les sujets qu'elle aborde, une matière excellente pour combler une lacune dans l'éducation scolaire de la totalité presque des pays. C'est l'éducation qui concerne la préparation des jeunes pour le rôle parental. Donner à nos jeunes à comprendre qu'indépendamment de leur place économique, indépendamment des études qu'ils vont suivre, ils sont des facteurs très importants de la société de leur pays, puisqu'ils sont les créateurs naturels de la société de demain. En utilisant une connaissance prudente et consciente de ce rôle exceptionnel que la nature leur a confié, ils auront l'honneur de créer un nouveau monde de paix, d'amour et de sagesse. On le souhaite pour eux de tout notre cœur. Je vous remercie de votre attention.